Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de comptabilité approfondie où je vais vous parler de la cession des créances. En particulier, je vais aborder tout ce qui est lié à la loi d'Ailly, à la facturage, au financement de trésorerie de court terme pour les entreprises. Le plan que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu, vous rappeler la notion de BFR, en précisant un petit peu le rôle que ça a pour la gestion d'entreprise. Et donc nous aborderons la cession d'Ailly des créances, le crédit de mobilisation des créances commerciales, le nantissement des créances commerciales et enfin la facturage. Je n'ai pas précisé, on finit, si vous restez bien jusqu'au bout, par une application corrigée. Un petit jingle et on commence. Donc une notion très importante pour l'entreprise, pour la trésorerie de l'entreprise, c'est le BFR ou le besoin en fonds de roulement. C'est en fait un indicateur clé pour l'entreprise. Alors on va commencer par une analyse du fonctionnement de l'entreprise, du fonctionnement d'exploitation généralement de l'entreprise. Première étape, l'entreprise elle achète, et donc si elle achète, ça veut dire qu'elle va avoir un décaissement de trésorerie, il va falloir qu'elle paye. Une fois qu'elle a fait ses achats, elle va généralement produire, et au cours de cette étape, de ces différentes étapes de production, encore une fois, elle va avoir des décaissements de trésorerie, il va falloir qu'elle paye ses salariés, qu'elle paye tous les frais accessoires liés à la production. Et puis enfin, si tout va bien, arrive enfin la vente et c'est à ce moment-là qu'on va enfin avoir un encaissement de trésorerie. Et grâce à cette nouvelle trésorerie, normalement, on va pouvoir continuer le cycle et acheter, produire, vendre. Et donc ce qui se passe, c'est que l'entreprise, en début d'activité, elle a ce besoin en fonds de roulement. Donc ce besoin en fonds de roulement, il dépend du niveau de la taille de l'entreprise. En fait, plus une entreprise aura une taille importante, plus elle aura un besoin en fonds de roulement important. Mais elle dépend aussi de la durée de ce cycle d'exploitation. Entre je fabrique des baguettes, où là, en fait, on se rend compte qu'on a un cycle qui est très court, ou je fabrique des maisons, là, le cycle est beaucoup plus long. Donc, les besoins en fonds de roulement ne sont pas les mêmes en fonction de l'activité de l'entreprise. Si on regarde maintenant d'un point de vue comptable, voici ce qu'on a au niveau comptable. On a donc le bilan de l'entreprise. Je vous rappelle la construction d'un bilan. D'un côté, l'actif avec l'actif immobilisé, l'actif circulant, et de l'autre côté, les capitaux propres, les dettes à long terme, à court terme. Donc, il y a ce que l'entreprise a et ce que l'entreprise doit. Et quand on fait une analyse fonctionnelle du bilan d'entreprise, on va distinguer ce qui est du long terme et ce qui est du court terme. Alors, en comptabilité, on est un peu limité sur court terme, long terme. Le long terme, grosso modo, c'est plus d'1 an. Le court terme, c'est moins d'1 an. Et la façon dont est construit le bilan est aussi fait exprès, c'est-à-dire qu'en haut de bilan, on a ce qui est lié à du long terme. Donc, les actifs immobilisés, c'est du long terme. Les capitaux propres et les dettes à long terme, donc plus d'1 an. Et donc, une entreprise qui a une bonne structure financière va réussir à financer les emplois durables, donc ici les actifs immobilisés, elle va réussir à les financer par ses ressources durables, donc capitaux propres et dettes à long terme. Et donc deuxième partie du bilan, c'est plutôt du coup ce qui est lié à l'exploitation, ce qui va être du court terme, d'au moins d'1 an, et donc on va avoir cette fois-ci l'actif circulant d'un côté qui va être financé par des dettes à court terme. Idéalement, le long terme va mettre financé un petit peu de l'actif circulant et les dettes à court terme vont également financer l'actif circulant. Et donc en fait, dans ce bilan fonctionnel de l'entreprise, on est capable d'identifier ce besoin en fonds de roulement. Ce besoin en fonds de roulement, il est lié à mon cycle de court terme. Hein, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est grosso modo le besoin en fonds de roulement. Donc si on regarde avec les postes du bilan, le besoin en fonds de roulement, c'est les créances clients, donc l'actif circulant, plus les stocks, moins les dettes fournisseurs, qui sont bien des dettes à court terme. Alors quand est-ce que l'entreprise elle va avoir un besoin en fonds de roulement? Tout le temps. Quand est-ce qu'elle va avoir besoin de financer un besoin en fonds de roulement? On a dit au début de l'activité. Et en fait, dès qu'elle augmente son activité, elle va avoir un nouveau besoin en fonds de roulement à financer. Alors comment est-ce qu'on peut agir sur ce besoin en fonds de roulement? Comment est-ce qu'on va pouvoir limiter ce besoin de financement? Eh bien, on va pouvoir augmenter par exemple le délai de paiement des fournisseurs en disant on va essayer de négocier pour payer le plus tard possible nos fournisseurs. Et de l'autre côté, on va essayer de faire en sorte de négocier à limiter le délai de paiement des clients.
Maintenant, la difficulté, c'est que ça, ce sont des aspects qui rentrent dans la négociation commerciale. Et en fonction du pouvoir qu'on a, du jeu de pouvoir entre clients et fournisseurs, eh bien, on a plus ou moins de liberté d'action. En fonction de la concurrence, c'est un argument de vente. Donc, on a quand même parfois peu de marge de manœuvre. On va pouvoir aussi essayer de gérer sur le délai de stockage. Moins on aura de stock, c'est-à-dire plus on va consommer ce qu'on a acheté, ce qu'on appelle aussi le délai de rotation des stocks, et bien moins on aura besoin de financement. Donc là, c'est par contre quelque chose qu'on peut gérer en interne, qui est un mode d'organisation de la production qui va pouvoir agir sur ce délai de rotation des stocks pour limiter ce temps d'immobilisation des finances et donc ce besoin en fonds de roulement. Maintenant, la difficulté, comme je vous ai dit, c'est qu'on a finalement peu de moyens d'action sur ce BFR. Donc, ce qu'il faut trouver comme moyen, c'est comment financer ce BFR. Donc, on a dit, idéalement, une partie du BFR devrait être financée par du long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le long terme? On peut avoir une augmentation du capital, on peut avoir un emprunt bancaire, et puis sinon, on va agir sur du court terme. Donc, sur du court terme, on va avoir de l'apport en compte courant, on va avoir du découvert bancaire, et puis, plus ce qui nous intéresse là, des cessions de créances ou des escomptes d'effets de commerce. C'est-à-dire qu'on va agir sur ces ressources que sont nos créances pour obtenir le financement lié à ces créances. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en particulier tout ce qui est lié à la cession de créances ou aux garanties, au financement qui sont liés aux créances. Donc dans une autre vidéo, je vous mets en lien, vous avez une explication de l'escompte d'effets de commerce, que je ne préciserai pas vraiment ici. Par contre, on va voir tous les autres moyens liés au financement obtenu grâce à nos créances. Donc, premier moyen, ça s'appelle la cession de créances. C'est ce qu'on appelle les cessions d'AI. Alors, pourquoi on parle de DAI? C'est la loi DAI du 2 janvier 1981 qui a modernisé un petit peu ce mode de financement des entreprises. Donc, c'est un mode de financement de court terme. Ça va permettre à un créancier, donc un propriétaire de créances, de céder à son banquier ou à un établissement de crédit de façon plus générale des créances à titre de garantie pour obtenir un crédit de court terme. Donc c'est du court terme. Alors qu'est-ce que c'est en fait ce crédit de court terme? On va voir, c'est une avance de trésorerie. C'est ce qu'on appelle aussi une réserve d'argent, un découvert autorisé. On en parle aussi de crédit revolving. C'est un petit peu la même notion. Alors comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va négocier une convention d'AI avec notre banquier, notre établissement de crédit. Donc, on va se mettre d'accord sur un montant maximal de financement que le banquier est prêt à nous accorder. Et du coup, on va définir le type de créance qui est accepté. Toutes les créances ne sont pas forcément acceptées comme pouvant être cessibles. Le montant maximum des créances, et surtout ce qui intéresse le banquier, c'est le montant maximum de financement, le pourcentage des factures financées, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, elle sait que toutes les créances ne sont pas forcément recouvrées, et donc elle va prendre une petite garantie en disant non, je vous finance que 80 ou 90% de vos factures. Et puis, les conditions financières, il faut savoir que le banquier, il rend un service, et donc ce service, il va le facturer, et on va voir après, je vous explique après, tous les frais qui sont liés à cette convention d'AI. Une fois qu'on a négocié cette convention d'AI, on va rédiger un bordereau. C'est un acte de cession de créances professionnelles, et donc dans lequel on va céder les créances. Et attention, on ne cède que les créances professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des créances qui sont incessibles, qu'on ne peut pas céder. Par exemple, tout ce qui est créances alimentaires, on ne peut pas. Tout ce qui est créances de salaire, on ne peut pas. Créances étrangères, on ne peut pas. Alors, il faut savoir qu'en particulier, les créances d'AI, enfin les cessions d'AI vont être particulièrement intéressantes lorsqu'on a un créancier qui est l'État, qui est une créance publique, parce que l'État refuse de payer sous forme d'effets de commerce. Et donc, tout ce qui est financement sous forme d'escompte d'effets de commerce, on ne peut pas y accéder comme moyen de financement. Donc, on va choisir cette solution de rechange, en fait, qui est la cession d'AI. Enfin, si on précise un petit peu les choses, à quoi ça va servir cette cession d'AI? Ça va être pour des besoins urgents de trésorerie, puisque ça prend entre 24 et 48 heures. Donc, si vous avez un problème de trésorerie, des factures à payer en urgence et que vous n'avez pas d'autres moyens,
vous allez pouvoir en 2 jours, 1 à 2 jours, obtenir les fonds pour payer et pour répondre à vos besoins de trésorerie. Donc c'est assez simple à faire et c'est finalement assez rapide, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez négocié votre convention d'ALI, qui là prend peut-être un petit peu de temps, mais ça se négocie une fois par an, et bien après vous allez remplir votre bordereau assez rapidement. La facturation va se faire en fonction de votre santé financière à vous, et non pas de la santé financière de vos créanciers. En fait, les cessions, elles sont là un peu en financement, en garantie. Et puis, il faut faire attention, c'est que les créances, en fait, on vous les doit toujours à vous, même si on va informer le créancier qu'il y a eu une cession d'ALI. Et donc, c'est de votre responsabilité de vérifier un petit peu le suivi des créances. Et la banque peut à tout moment annuler votre avance de crédit si jamais le créancier de départ n'a pas payé. Je voulais revenir donc sur les frais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme frais? On a des intérêts qui sont constitutifs au prêt. Donc là, je vous renvoie à votre cours de mathématiques financières pour voir un petit peu comment est-ce qu'on calcule les intérêts. Ici, c'est des intérêts sur du court terme, donc c'est des intérêts simples. On a une commission bancaire pour chaque facture cédée. Donc, on a des frais fixes en fait pour chaque facture. Donc là, encore une fois, vous vous rendez compte qu'on ne va pas faire ça pour des petits montants. On va faire ça sur des montants de créances de quelques milliers d'euros généralement. On va rajouter à cette cession d'ALI quelques frais de gestion, du courrier, des recommandés, etc. Finalement, on se rend compte que la solution est un peu onéreuse. Elle est de l'ordre de 7 à 12% du montant hors taxe de la facture. Mais il y a un moment donné où quand on n'a pas de trésorerie, il faut trouver des moyens assez rapidement pour éviter une situation un peu compliquée. Analysons maintenant d'un point de vue comptable cette cession d'ALI. Donc on a dit que c'était un financement à très court terme. Il s'agit donc d'une avance de trésorerie. Donc on va, dans un premier temps, on va voir en fait il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est la cession des créances. Première chose, c'est une cession d'ALI. Donc on va céder nos créances. On va les céder, mais en fait, on reste... Alors c'est particulier, je ne suis pas sûre que vous arriviez à tout saisir sur le moment, mais je vous demande de me faire confiance. On va les céder, mais on en reste en partie responsable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va solder... attendez, je vais prendre un peu de couleur, je vais vous montrer un peu tout ça. On va... je vais y arriver. On va solder, donc on va créditer le compte 411 clients pour le montant des créances qu'on a cédées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte séparé pour garder trace de ces créances et pour garder le suivi de ces créances. Toujours dans le compte 411. Alors le PCG dit rien, mais la doctrine conseille d'utiliser le compte 411.8. Donc si vous prenez votre plan de compte, par exemple, vous regardez, vous ne le trouverez pas celui-là. Il n'est pas dans le plan de compte, il n'est pas d'application obligatoire. Mais c'est la doctrine, donc c'est conseil des experts en comptabilité qu'on dit voilà la bonne pratique. Donc on va débiter le compte 411.8 client créance cédée, loi d'ALI, pour garder la trace et vérifier que les créanciers ont bien payé. Deuxième étape, on obtient donc une ligne de crédit. Qu'est-ce que c'est que cette ligne de crédit? C'est ce qu'on appelle un concours bancaire courant. C'est le découvert, enfin en quelque sorte. C'est en fait vous avez une réserve d'argent à disposition que vous utilisez ou pas. Donc, voici ce qu'on a. Donc, en fait, vous allez avoir la banque qui va vous verser de l'argent. Donc, on va débiter 512 banques. Et puis, on aura des intérêts bancaires. Parfois, on a même des commissions bancaires. Vous verrez après dans l'exemple de fin de vidéo. Et puis, on va créditer le compte 519 concours bancaire courant. Alors, deux petites remarques pour ce compte concours bancaire courant. Premièrement, si vous regardez, c'est un compte de la classe 5, compte de trésorerie, compte financier, et il a un 9 en troisième position. Donc, vous avez tous appris que quand l'argent rentrait, c'était un compte 512. Généralement, ça rentre, donc c'est souvent un compte qui est débiteur. La particularité d'un compte avec un 9 en troisième position, c'est qu'il fonctionne à l'envers. Donc, ce compte 519, c'est un compte qui, par définition, comme ça représente du découvert, il sera créditeur. Et en tant que compte créditeur, vous regarderez, il se situe au passif du bilan. Il fait partie en fait des dettes à court terme de l'entreprise. C'est une particularité de ce compte-là. Donc ça, c'est l'étape 2. Étape suivante, les créances sont payées, donc les créanciers payent. Donc quand les créanciers payent, ils me payent à moi.
Donc j'ai un flux entrant de 512 banques et donc je vais solder le compte 411,8. Et suite à le fait que mes créanciers ont payé, je vais pouvoir rembourser l'établissement de crédit. Donc je vais solder, donc cette fois-ci je vais débiter 519 et je vais payer la banque, je vais créditer le compte 512 banques. Voilà, donc avec un petit exemple chiffré à la fin de la vidéo, normalement vous devriez être capable de mieux comprendre. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le crédit de mobilisation des créances commerciales. C'est en fait la forme d'un billet à ordre. Alors, analysons l'opération, je vais être assez rapide. On va en fait émettre un billet à ordre à sa banque avec le montant qui correspond en fait au montant et avec la même échéance que ses créances. Et donc, on va aller voir la banque et on va escompter le billet à ordre par la banque. Et en fait, le schéma d'écriture, pour ceux qui l'ont vu, c'est le même schéma d'écriture que l'escompte d'une lettre de change relevée magnétique. La lettre de change relevée magnétique ne dépend pas en fait du droit cambiaire, donc le schéma d'analyse et le schéma juridique de transfert de propriété des créances n'est pas le même qu'une lettre de change, qu'un escompte d'une lettre de change classique. Donc ici, on a le même schéma d'écriture que l'escompte d'une lettre de change relevée magnétique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montre donc ce schéma d'écriture. On a donc, encore une fois, l'ouverture d'une ligne de crédit. Donc, on a un avis de crédit. On a donc un débit de 512 banques, des services bancaires, qu'on va enregistrer en 627, de la TVA sur les services bancaires, des charges d'intérêt. Attention, sur les charges d'intérêt, il n'y a jamais de TVA sur les charges d'intérêt. Il y en a sur des services, mais pas sur les charges d'intérêt. Et donc, on va ouvrir une ligne de compte, une ligne de découvert. Comme tout à l'heure, on va donc créditer le compte 519, concours bancaire courant, sachant qu'on aura une somme un peu réduite du montant prélevé des services et autres charges d'intérêt prélevées par la banque. Et puis, lorsque les créanciers payent, eh bien, je vais avoir, comme précédemment, un paiement. Donc, mes créanciers me payent, 512 banques, 411 clients. On n'a rien changé sur le compte 411. On n'a pas utilisé, comme dans une lettre de change, où on utilise un compte 413. Là, on l'a laissé dans le compte client. Et puis, après, je vais donc rembourser mon crédit. Et donc, comme précédemment, je vais débiter 519 et je rembourse. Donc, je donne à la banque 512 banques. Autre moyen de financement, ça s'appelle le nantissement des créances commerciales. Les créances commerciales vont servir en fait de garantie. Donc dans ce cas de figure, on ne va pas vraiment céder les créances, même si ça s'appelle la cession, c'est-à-dire que dans ces créances vont servir de garantie. Donc on fait un bordereau de cession de créances professionnelles, ça s'appelle comme ça, mais l'entreprise conserve la propriété des créances et le banquier accorde un découvert. Donc c'est le même schéma d'écriture que ce qu'on a vu juste avant. Donc je ne vous refais pas le même schéma d'écriture, vous regardez en arrière si besoin ou vous reprenez vos notes. Enfin, un autre moyen de financement qui est complémentaire, concurrentiel mais surtout complémentaire et qui est très utilisé en particulier pour les entreprises qui travaillent à l'international, ça s'appelle l'affacturage. Alors pas en deux mots, la façon dont je l'ai prononcé, c'est l'affacturage, ou plutôt affacturage. Alors, pour ça, on fait appel à un factor. Un factor, c'est l'autre mot pour une société d'affacturage. Alors, à quoi ça sert la société d'affacturage? Elle a trois rôles. Premièrement, cette société d'affacturage, elle va recouvrir les créances clients. C'est une société de recouvrement. Deuxièmement, elle va financer votre trésorerie. Donc, elle recouvre les créances. 2, elle peut aussi vous accorder une avance sur les créances. Et 3, elle va aussi servir d'assureur par rapport à vos créances clients. En fait, lorsqu'on fait de l'affacturage, on transfère les créances vers le factor. C'est-à-dire que quand vous faites de l'affacturage, cette fois-ci, les créanciers sont informés et ils doivent payer le facteur et non plus vous. Et donc, tout ce qui est procédure de recouvrement, c'est au factor c'est le facteur qui en est responsable, excusez-moi. Et donc, c'est le facteur, cette fois-ci, qui va supporter les risques d'impayés. Alors, ça change quand même sur la facturation et ça change sur l'organisation comptable, administrative de l'entreprise. Ça conduit à quoi? Ça conduit que généralement, comme le facteur supporte des risques d'impayés, généralement, il prend une retenue de garantie de 10%. C'est-à-dire qu'il ne va pas facturer l'ensemble des créanciers puisqu'il sait qu'il y a une partie qui ne sera pas recouvrée.
ce système-là est surtout adapté pour des créances étrangères. Parce que souvent il y a des difficultés de langue, il y a des barrières qui sont liées à différence de droit. Et donc la particularité généralement de la société d'affacturage, c'est qu'ils sont spécialisés sur certains pays, ils connaissent très très bien et ils ont les ressources juridiques pour gérer ces différents recouvrements. Et donc eux vont pouvoir recouvrir et vous n'êtes pas forcément sur place alors que eux vont avoir des recours sur place. Et enfin, dernière chose, comparativement à ce qu'on a vu précédemment, le coût du financement, le coût du facturage, de l'affacturage, pardon, dépend non pas de votre qualité financière à vous, mais dépend de la qualité financière de vos clients. Donc en fait, le coût de l'affacturage et le montant de la retenue de garantie va dépendre de la qualité de vos clients. Donc on va regarder un petit peu. Si on est sur des gros montants, la société d'affacturage va en fait faire une analyse de risque en faisant de l'analyse financière, donc une analyse de risque de vos créanciers et en fonction de ça, va vous facturer le service de recouvrement, de financement ou d'assurance crédit, voire les trois. Alors, point de vue comptable, on est toujours sur un financement de très court terme, donc très court terme, on est à moins d'1 an, mais on a moins de 6 mois. L'étape 1, c'est la cession des créances, et cette fois-ci, c'est vraiment une cession des créances, donc on va solder le compte 411 clients, donc on crédite 411 clients, et là, on va utiliser un compte 467, autre compte débiteur, c'est le fait de dire, voilà, je vous cède les créances, vous me devez donc le montant des créances, c'est à la société d'affacturage qu'on dit ça. Le temps que la société d'affacturage analyse les créanciers, vous allez donc obtenir les fonds à J+1, J+2, à peu près le même principe que dans les sessions d'AI. Et donc, elle va vous verser les fonds. Donc, on va avoir un flux entrant en 512 banques. Mais comme précédemment, elle va vous prélever une rémunération d'affacturage qui est soumise à TVA. Des charges financières, comme précédemment, attention, les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt, ne sont pas soumises à TVA. Et donc, vous allez solder la dette qu'avait envers vous votre société d'affacturage. Voilà, j'ai fait tous les moyens de financement. Je vous propose maintenant une application chiffrée pour vous aider un petit peu à vous remettre les idées en place. Alors, deux petits cas. L'entreprise Brice cède à sa banque le 15 septembre N, dans le cadre de la loi d'ADI, un ensemble de créances pour un montant nominal de 12 000 €. Ces créances seront échues au 31 octobre N. Le 17 septembre, la banque a versé 11 850 € avec 45 € TTC de commission et 105 € d'intérêt. Je précise juste que le taux de TVA, c'est un taux de TVA au taux normal. Elle a par ailleurs cédé d'autres créances, qui sont des créances étrangères, à la société d'affacturage SAF le 15 septembre, donc à la même date. Elle reçoit un bordereau d'affacturage numéro 564, qui est daté du 16 septembre, faisant apparaître un virement de 12 105 €. Une commission de financement 130 €, une commission d'affacturage de 220 € hors taxe avec de la TVA au taux normal, pour un montant de créance cédée de 12 499 €. Le temps que vous notiez tout ça, vous faites pause, vous prenez vos papiers, vos crayons, vos plans de compte. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire les exercices et on se retrouve juste après pour la correction. Le premier exemple, c'est donc une session d'AI. Donc au 15 septembre, je remplis un bordereau de session d'AI. Je vais donc classer mes créances clients sur un sous-compte du compte 411, compte que vous devez apprendre par cœur parce qu'il n'est pas dans le plan de compte. Donc je vais débiter 411,8 et solder 411 pour le montant des créances de 12 000 € que je cède en loi d'AI. Et quelques jours après, ici le 17 septembre, la banque, elle me prête 12 000 €. Mais en fait, c'est 12 000 € de prêt. Donc moi, je suis endettée en concours bancaire courant pour 12 000 €. Hein, je solde, ça correspond au montant que j'ai cédé. Mais en fait, la banque, elle me prélève des services bancaires pour 45 € TTC. Donc ces 45 € TTC, ça correspond à 37,50 hors taxe, 7,50 de TVA. Elle me prélève des charges d'intérêt. Attention, il n'y a pas de TVA sur les charges d'intérêt. Donc, vous vérifiez vos charges de TVA sur les charges d'intérêt. Et donc, finalement, elle me verse que 11 850 €. Avec ces 11 850 €, je pourrais payer d'autres factures, mes impôts, mes dettes sociales, tout ce que j'ai à payer. Deuxième exemple. Cette fois-ci sur de l'affacturage.
Donc cette fois-ci, au 15 septembre, je fais une cession, vraiment cession. Donc je solde le compte 411 clients et je dis à la société d'affacturage que je lui ai soldé et qu'ils me doivent 12 499 €. Quelques jours après, ici le 16 septembre, je reçois donc un bordereau et qui me dit sur les 12 499, je n'ai en banque que 12 105 € puisque je dois payer les services de la société d'affacturage qui a étudié mes créanciers, donc 220 € plus 44 € de TVA. Il me facture en fonction de la date d'échéance, en fonction du risque, il me facture des charges financières pour 130 €. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'avais 12 499 de créances clients qui étaient dues, mais que j'étais pas sûre qu'on me paye et qui n'étaient pas à payer tout de suite. Maintenant, j'ai 12 105 € tout de suite sur mon compte bancaire. Donc, c'est un peu un choix à faire pour l'entreprise de est-ce que j'attends que mes clients me payent ou qu'ils ne me payent pas, ou est-ce que je fais appel à une entreprise qui va charger de récupérer l'argent, mais qui me donne, entre guillemets, en contrepartie, tout de suite 12 105 €. Voilà, je vous ai donc présenté les financements de trésorerie de l'entreprise, 3 schémas d'écriture distincts avec des parties communes. C'est quelque chose qui est très important pour l'entreprise et que vous allez retrouver très régulièrement. Vous pouvez aussi compléter par l'escompte d'effet de commerce papier ou avec une petite variante. Et puis n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous souhaite surtout bon apprentissage, bonne réflexion et on se retrouve très vite.